à toutes, bonjour à tous. Merci d'avoir bravé les intempéries pour nous retrouver ici. Aujourd'hui, nous allons parler des relations sociales informales, des réseaux sociaux en fait, mais ça a très peu à voir avec les réseaux sociaux tels qu'on les entend aujourd'hui, Facebook ou Twitter. C'est vraiment les relations que les gens forment entre eux, qui peuvent être des relations de famille, qui peuvent être des relations de voisinage, qui peuvent être liées au fait qu'ils soient de la même ethnie ou du même groupe d'amis. C'est vraiment la suite directe de ce dont nous avons parlé la semaine dernière, puisque nous avons déjà parlé du réseau social comme un locus où se produit l'assurance. On va en reparler un tout petit peu, donc si vous n'étiez pas là la semaine dernière, vous n'avez rien manqué. Mais ce n'est pas la seule chose qui se passe dans le réseau social, un tout petit peu. Mais ce n'est pas la seule chose qui se passe dans le réseau social. Il y a plein d'autres choses qui se produisent. Alors, je vais vous donner un petit plan en utilisant toujours nos illustrations, cette fois qu'on va prendre de tous les livres, puisque la série de livres d'enfants, ou de même d'ailleurs Repenser la pauvreté, traite de tous les types de relations sociales qu'on peut avoir dans un village, dans la série de livres d'enfants, donc on les retrouve en fait d'un livre à l'autre. Celle qui intéresse peut-être le plus qui a le plus intéressé, sur lequel il y a énormément de travaux de recherche, que ce soit en sociologie ou en économie, c'est la transmission de l'information dans le réseau social. Et en particulier, quelque chose qui a été très intéressant pour les agronomes, pour les économistes, même pour les anthropologues, c'est l'idée que les agriculteurs apprennent de leurs voisins des nouvelles techniques, observent leurs voisins pour décider pour apprendre l'existence d'une plante en particulier, si ça vaut le coup de la planter, de la meilleure manière de le faire, etc. C'est quelque chose qui a longtemps fasciné les chercheurs et évidemment qui est aussi très important d'un point de vue de politique, par exemple de politique agricole, puisque s'il y a une excellente transmission dans le réseau social, une stratégie, et d'ailleurs c'est une stratégie qui est très fréquente pour l'extension agricole, c'est que les personnes vont choisir quelques fermiers dans le village pour leur donner une formation, en espérant que les connaissances se répandront ensuite dans le réseau social. Donc on va un peu examiner ça. Donc quelques exemples dans le livre où c'est exactement sur cette question de l'agriculture, pas par hasard. D'abord, c'est le docteur, enfin le pseudo-docteur du village qui persuade le propriétaire terrien de passer du riz au millet en disant il y a de la demande, les gens de la ville vont en acheter. Après, son père renforce ça. Ensuite, quand il décide de faire ça, du coup, c'est les autres dans le village qui se disent ah ben non, nous aussi, on devrait changer nos cultures. Donc, les parents de la petite Sélénie décident d'essayer les légumes, parce qu'elle n'est pas contente, parce qu'elle n'aime pas les légumes. Et puis, finalement, les voisins de ses parents décident aussi de s'y mettre. Et après, dans le reste du livre, on voit aussi comment ils apprennent les uns des autres, ils se copient leurs techniques diverses et variées. Donc ça, c'est un premier type dont on va qu'on va étudier aujourd'hui, la transmission de l'information dans le réseau social. Le deuxième, c'est lié aussi, mais c'est la persuasion. C'est-à-dire non seulement on peut transmettre de l'information, mais on peut aussi donner des conseils à ses voisins, leur transmettre une norme qui peut être une norme sociale, qui peut être une norme de comportement. Donc là, dans le livre, par exemple, d'Afia sur la santé, on voit le guérisseur traditionnel qui va essayer de convaincre tout le monde de venir se faire vacciner. Et donc, on va en parler aujourd'hui de ces influenceurs locaux qui, dans le réseau, sont écoutés pour une raison ou pour une autre. Et donc, lui, il va de porte à porte essayer de convaincre les gens de se faire vacciner. Donc, ce n'est pas juste une question d'information, il y a aussi potentiellement de la conviction. Un troisième type qu'on va étudier aujourd'hui de rôle que jouent les réseaux sociaux informels, c'est pour aider les gens à trouver des emplois. Une grosse partie des emplois, que ce soit dans les économies avancées comme la nôtre, mais encore plus dans les économies plus traditionnelles, s'obtiennent par bouche à oreille. Donc ce réseau de bouche à oreille, on va l'étudier, ses aspects positifs et aussi ses aspects négatifs. Donc dans le livre sur Nagy et Nezo, c'est comme ça que le jeune
Naji trouve son job, il va voir un oncle éloigné, que probablement il ne connaissait pas, mais c'est quelqu'un, une relation de relation, qui lui trouve un emploi sur un chantier. C'est très typique comme type de manière pour un nouveau migrant de s'installer dans la ville où il arrive. On a donc parlé la semaine dernière, on en reparlera un petit peu aujourd'hui, de la solidarité dans le réseau. Donc le réseau social joue aussi un rôle d'assurance, on va parler de ça aujourd'hui. On l'a vu dans le livre sur Imai, où après l'inondation de leur maison sur le lac, les personnes du village viennent les aider, leur apportent des couvertures, les reçoivent pendant une période de temps et les aident à reconstruire leur maison. Tout ça, c'est des rôles positifs donc, du réseau social, que ce soit la transmission d'informations, l'assurance, etc. Mais il y a aussi des aspects plus sombres du réseau de la solidarité locale, c'est-à-dire de la même manière que les gens peuvent travailler ensemble vers des buts positifs, on voit aussi des phénomènes, disons, de foule négatifs, comme par exemple ils s'auto-persuadent ensemble que la vieille dame qui habite, la vieille dame très pauvre qui habite à l'extérieur du village est une sorcière qui est responsable des criquets qui ont détruit les récoltes. Donc le réseau social se construit une espèce d'animosité qui conduit à l'ostracisme, même dans cet exemple-là, à poursuivre cette dame, c'est un exemple qui est un exemple réel où on a dans les mauvaises périodes des assassinats de sorcières qui sont typiquement caractérisés par ces mouvements de foule. Donc ça, c'est les aspects plus négatifs du réseau social. Donc c'est un peu le plan pour aujourd'hui. On va regarder tous ces aspects. Avant d'y venir, quelques concepts et outils de mesure utiles pour les réseaux sociaux informels. Alors, voici un village du Karnataka où chaque point jaune est une personne et chaque trait gris qui relie les points jaunes est un lien entre ces personnes. Alors, comment on sait qu'il y a un lien ? On leur a posé la question. En fait, donc ça vient de données que j'ai collectées avec Matt Jackson, Arun Chandrasekhar et Abhijit Banerjee dans une centaine de villages au Karnataka. On est allé voir chaque personne. On a commencé par faire un recensement de tout le monde dans le village. Puis ensuite, on est allé voir chaque personne. Enfin, on est allé visiter la moitié des gens du village, ou un peu plus, et on leur a posé des questions sur 13 types de relations qu'ils pouvaient entretenir avec les autres gens du village. Donc, si par exemple, donc, monsieur machin, est-ce que vous allez au temple avec lui ? Est-ce que vous allez chercher de l'eau avec lui ? Est-ce que si vous aviez besoin de 500 roupies, vous pourriez l'emprunter ? Est-ce que si monsieur machin avait besoin de 500 roupies, il pourrait vous en emprunter ? Est-ce que vous échangez des informations ou des conseils avec lui ? Est-ce que vous vous considérez comme un ami, etc., etc., etc. Donc il y a 13 comme ça questions qui sont posées à propos, donc à chaque personne du village, à propos de chaque personne du village. Donc c'est un peu long à faire. Mais donc la manière dont ce dessin est organisé et fabriqué, c'est qu'il y a un trait dès qu'une personne dit qu'elle est liée à cette autre personne du village, pour quel que soit le type de lien. Et on pourrait dire que, ah non, on ne va pas mettre un trait si ce n'est pas réciproque. Mais là, donc on peut dire, on va seulement mettre un lien entre les deux si la relation va dans les deux sens, c'est-à-dire monsieur A a une relation avec madame B et vice-versa. Donc, voilà des titres d'exemples. C'est quelque chose qui prend du temps. Mais une fois qu'on a cette base de données, qui d'ailleurs est publique, hein, que n'importe qui peut utiliser, qui est beaucoup utilisée pour faire des recherches sur les réseaux sociaux, on a un lien, ce qu'on appelle un graphe complet du réseau. Donc par exemple, on peut dire s'il y a un lien entre chaque ménage et chaque ménage,
on peut dire quelque chose si on est intéressé par l'intensité des liens qui existent entre deux personnes. Donc cette idée de multiplexage, c'est-à-dire est-ce que j'ai une relation, par exemple, je pourrais demander un crédit à cette personne et en même temps je pourrais lui demander de l'information. Ou donc est-ce qu'il y a plusieurs types de relations ou est-ce que c'est des relations plus fines qu'une seule? On peut se demander si ces relations sont réciproques. Donc on peut à la fois calculer l'existence de relations et caractériser l'intensité de ces relations. Après quoi, on peut travailler là-dessus. Par exemple, on peut se poser des questions sur est-ce que les relations qui sont multiplexées, donc qui sont renforcées, qui sont de plusieurs types, sont plus solides, ou est-ce qu'elles tombent toutes ensemble? Elle nous permet de calculer certaines caractéristiques du réseau. En particulier, est-ce qu'il y a beaucoup de relations d'amitié entre les gens? Est-ce que le réseau est dense ou est-ce qu'il n'est pas dense? Est-ce qu'il est la traduction, ce serait rare, c'est-à-dire il n'y a pas tellement de liens entre les gens, ou est-ce qu'au contraire, il y a beaucoup de relations? Donc ce réseau-là, il n'est pas très dense, et tout le monde n'est pas lié avec tout le monde. Est-ce qu'il est dense ou est-ce qu'il est rare? Est-ce qu'il y a de la ségrégation dans le village, par exemple en sous-réseaux qui sont très peu connectés, ou pas du tout connectés? Ou est-ce que tout le monde appartient au même réseau? Là, on a l'impression qu'à partir de n'importe qui, dans ce village, il y a un chemin pour amener à n'importe qui. Donc c'est un réseau qui est entièrement connecté. On appelle ça le composant géant, peut-être la composante géante, le giant component en anglais. C'est tout le réseau. C'est-à-dire que personne n'est exclu, ou il n'y a pas un petit groupe, un petit îlot exclu dans ce village-là. Il y a un chemin pour aller de tout le monde à tout le monde. Et du coup, on peut aussi se demander, par exemple, si ce chemin est long ou il est court. Donc, est-ce que pour aller de n'importe qui à n'importe qui, par le chemin le plus court, combien de pas ça prend? Je ne sais pas si vous avez entendu parler de 7 degrés de séparation. C'est cette idée qu'on est séparé de 7 degrés de tout le monde dans l'existence. Là, c'est plutôt, dans un village comme ça, on est plutôt à 2,5 degrés de séparation à l'intérieur du village. Donc, de n'importe qui à n'importe qui, on peut y arriver en 2 ou 3 étapes. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on peut aussi calculer des caractéristiques de chaque personne dans le réseau. Donc d'abord ce qu'on appelle le degré, c'est-à-dire le nombre d'amis que cette personne a, et puis d'autres mesures de centralité, c'est-à-dire d'importance dans le réseau. Alors qu'est-ce que c'est que le degré? Donc si on symbolise, on schématise la représentation un petit bout du réseau, le degré c'est le nombre d'amis. Donc par exemple cette personne-là en jaune à gauche, elle a 7 amis, donc son degré c'est 7. Cette personne à droite, en jaune aussi, elle a 6 amis, donc son degré, c'est 6. Alors, on peut se dire que quelqu'un qui a plus d'amis, quelqu'un qui est plus populaire, et donc qui potentiellement a plus d'influence. Et en même temps, quand on regarde cette image, on se dit que ce n'est pas une représentation complète de l'influence de quelqu'un, parce que si jamais cet îlot était, par exemple, complètement séparé de la composante géante, bah oui, ils sont amis, il a ses 7 amis, mais après ses 7 amis, ça s'arrête là, donc finalement, ce n'est pas quelqu'un qui est très intégré dans le reste du village. Tandis que le monsieur à droite, ou la dame à droite, elle a un petit peu moins d'amis, mais ses amis ont eux-mêmes des amis, donc finalement, elle a plus d'importance dans ce village. Donc, quand on parle de centralité, cette notion de centralité, c'est-à-dire d'importance dans le réseau, on va essayer de trouver un concept qui traduit l'idée que quelqu'un est important parce qu'il a beaucoup d'amis qui eux-mêmes ont beaucoup d'amis, qui eux-mêmes ont beaucoup d'amis, qui eux-mêmes ont beaucoup d'amis. Donc c'est une notion récursive d'importance qui a une utilité dans une idée, par exemple, pour savoir si une nouvelle qui est transmise à une personne donnée se transmettra dans tout le réseau. Donc avant de définir pour vous une mesure potentielle d'importance qui est sur cette idée, je voulais juste clarifier, par exemple, une possibilité d'un mécanisme de diffusion. Donc, imaginez quand il y a une nouvelle qui est introduite dans
dans un réseau, par exemple, Matt vient de s'acheter une chèvre. On en parle pendant 4 périodes, puis après, les gens se fatiguent, ils parlent d'autres choses, etc. Donc, il y a une première personne qui entend parler de cette nouvelle, et ensuite, un mécanisme de communication d'information possible, ce n'est pas le seul, hein, il pourrait le dire à tout le monde, il pourrait faire des posters, mais un mécanisme d'information possible, c'est qu'il en parle à ses amis. Et disons qu'il n'en parle pas forcément à ses amis, parce qu'il faut qu'il les ait rencontrés, etc. Mais la probabilité qu'il en parle à ses amis est de la moitié. Donc une chance sur 2, il en parle à ses amis. Comme il a 2 amis, ben, il va en parler en moyenne, il en parle à un de ses 2 amis. Puis à la période suivante, il a une nouvelle chance d'en parler. Donc peut-être qu'il en parle à son 2e ami. Et puis en même temps, la personne, son premier ami qui a appris, en parle à la moitié de ses amis. Donc, il y a 2 personnes de plus qui sont informées par la nouvelle personne. Puis après, ce processus se répète encore une fois de plus, où tous les gens qui sont informés vont en reparler à leurs amis. Et à la fin, on peut calculer combien de fois, en moyenne, l'information a circulé à partir de cette personne-là. Donc là, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, la centralité de cette personne dans ce modèle à 4 périodes, c'est 7. Alors, si on parle de lui, premier ami, 2e ami, et puis après, son 3e ami, ils sont connectés. Lui, sa centralité, c'est 6, un petit peu plus faible. Mettons que ce processus ne se répète pas juste 4 fois, mais un nombre infini de fois. Les gens continuent à parler, continuent à parler, continuent à parler, continuent à parler. Il se trouve que en moyenne, le nombre de fois que la fraction de gens qui seront informés dans le réseau, qui seront informés par cette personne, correspond à ce qu'on appelle la centralité de vecteur propre, qui signifie simplement, en langage plus disons, informel, c'est comme le Google PageRank. Pas d'aujourd'hui, parce que le Google PageRank d'aujourd'hui c'est fortement compliqué, mais au départ, l'idée centrale de Google, ils ont indexé, les fondateurs de Google ont commencé par indexer le web, et ensuite pour classer quand vous mettez une recherche, pour classer les pages qui vous viennent, ils mettaient en premier les pages qui étaient citées par des pages qui elles-mêmes étaient citées par beaucoup de pages. Donc il y avait cette idée de récursivité. De la même manière ici, c'est une centralité de vecteur propre, c'est le point fixe de cet exercice où est central quelqu'un qui a beaucoup d'amis, qui ont eux-mêmes beaucoup d'amis. Et ça se voit assez bien dans le dessin que les personnes les plus centrales sont des personnes qui à la fois ont eux-mêmes beaucoup d'amis et qui en même temps sont connectées au reste du réseau. Donc par exemple, Monsieur 50, il est connecté avec ce monsieur jaune qui fait l'intermédiaire entre ce 2e petit sous-réseau, et en même temps, il est aussi connecté via monsieur 036 avec un autre petit bout de réseau ici. C'est pour ça qu'il est très central dans le réseau. Donc cette idée de centralité, on va y revenir, parce qu'il se trouve que ces personnes qui sont centrales dans le réseau, intuitivement, on voit bien leur importance, c'est-à-dire si je transmets une nouvelle à monsieur... à un des monsieur verts, monsieur 50 ou monsieur 39, s'ils en parlent à leurs amis vont en parler à leurs amis, l'information va circuler. Donc c'est une notion d'importance qui au moins est valide dans une idée de mécanisme de diffusion d'information. Mais on verra aujourd'hui qu'en fait cette centralité, on la retrouve dans plein de types de relations sociales, pas juste dans les informations. Alors, le problème, c'est que d'aller voir tous les gens d'un village et de leur demander 13 questions sur le type de relation qu'ils ont avec chacune des personnes du village, ça prend beaucoup de temps. Et c'est quelque chose qu'on peut faire, un exercice, un effort qu'on peut faire une fois de temps en temps pour mettre à disposition de toute la communauté une base de données que les gens pourront utiliser, mais qui n'est pas vraiment un instrument de politique publique très praticable. Et même pour les chercheurs, représente un coût d'entrée important de travailler sur les réseaux sociaux. D'un autre côté, contrairement à beaucoup d'autres processus de collection de données, on peut pas vraiment, il n'y a pas vraiment de raccourci possible en disant on ne va pas interviewer tout le monde, on va interviewer que la moitié des gens.
Ou par exemple, on ne va pas faire un recensement, on va faire un recensement que de la moitié des gens, ou on ne va pas poser les questions sur tous les amis possibles, on va poser que les questions que sur les 5 premiers amis. On voit bien pourquoi ça ne marche pas. Par exemple, si on voulait calculer la densité du réseau, c'est-à-dire le nombre de liens qui existent, si on n'a pas de données sur tous les ménages, ben on va rater des liens. Donc c'est pas comme dans une moyenne où si on prend la moitié des gens d'un échantillon et qu'on calcule le taux de vaccination dans cette moitié, on a une bonne représentation du taux de vaccination dans le village. Là, ça marche pas comme ça parce qu'on rate des liens. Et les corrections sont compliquées. Donc, comment s'en sortir? C'est un domaine de recherche intéressant. Je vais vous donner 2 exemples, un plus en détail que l'autre. Celui qui est moins en détail, c'est très intéressant parce que ça a l'air quasiment magique. C'est ce qui s'appelle de collecter des données de relations agrégées, disons. Ce qui est quelque chose qui a été développé en santé publique pour essayer de mesurer la taille de population difficile à atteindre. Donc, par exemple, dans les débuts du sida, le nombre de jeunes hommes homosexuels. Comment mesurer cette population qui est pas forcément qui répond pas forcément au survey, on ne sait pas vraiment où ils sont, etc. Au début de l'épidémie de sida. Et c'est là que la question a commencé, qu'une idée a été proposée, c'est on n'a qu'à demander à un échantillon de gens, dans les gens qu'ils connaissent, est-ce qu'il y a un jeune homme homosexuel ou pas? Donc intuitivement, on voit bien que peu à peu, si on interviewe par exemple 100 personnes et que chaque personne nous dit si dans l'ensemble de ces relations, il y a des gens qui ont telles caractéristiques, on peut calculer par inférence la taille de cette population. Le trait de génie, c'est qu'il se trouve que si on a un modèle de formation de réseau un petit peu structuré, on peut calculer plein d'autres choses. En demandant aux gens des questions, comme par exemple, donc ça a été fait par Hyderabad en Inde, on pose aux gens des questions comme parmi les gens que vous connaissez, combien ont des jumeaux? Parmi les gens que vous connaissez, combien sont polygames? Combien ont déjà été arrêtés? Combien se sont déjà remariés? Combien sont déjà partis à l'extérieur? Combien travaillent pour le gouvernement? Et donc ça, c'est la distance moyenne en cercle, en fait, la distance moyenne où on trouve les gens dans un cercle avec ces caractéristiques-là. On voit que les gens qui connaissent, les gens qui sont polygames, qui ont été arrêtés ou qui se sont remariés sont un peu les mêmes. Ce qui montre que c'est un peu la même, dans les mêmes caractéristiques, disons, de gens qu'on trouve ces gens-là. Et à partir de ces données-là, agrégées, on peut recalculer pour un réseau des statistiques agrégées comme la densité. Par exemple, s'il y a beaucoup de gens qui connaissent une personne qui est polygame et que par ailleurs la polygamie est rare, on sait que c'est un réseau très dense parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de liens, etc. Donc ça, c'est une méthode qui marche extrêmement bien pour des données agrégées. Donc ça permet de reconstituer des données sur un réseau sans avoir à calculer toutes ces longues statistiques. Je vais vous donner un autre exemple pour de ce type de raccourci qu'utilisent les chercheurs pour la centralité dans une minute. Alors maintenant qu'on a parlé un petit peu, qu'on a mis quelques concepts, quelques instruments de mesure sur la table, on peut commencer à voir qu'est-ce qui se passe dans ces réseaux sociaux. Donc je voudrais que vous pensiez à un village ou une ville où les gens ont des relations dans leur voisinage. Alors la première chose, donc on discutait de ça, c'est la circulation d'informations qui a été très étudiée en agriculture. On avait très brièvement parlé de cet exemple la semaine dernière, mais c'est un exemple qui essaye en détail une étude de Jinkai en Chine qui essaye de mettre sur pied une expérience pour voir si l'information circule dans le réseau social sur un produit financier qui n'est pas familier pour les gens, qui est l'assurance.
On était passé très rapidement, mais l'expérience est vraiment intéressante, donc ça vaut le coup qu'on s'y arrête plus. L'expérience a lieu en Chine. C'est une assurance subventionnée très largement par le gouvernement, à 70%, réservée aux cultivateurs de riz. Ils n'ont pas besoin de payer en liquide parce que c'est prélevé à la source quand les gens vendent leur riz. Donc les questions de liquidité d'information ne sont pas là. Les questions de liquidité ne sont pas là et c'est un produit très subventionné, donc c'est un produit qui devrait être populaire si les gens comprennent son existence. Donc ce qui intéresse Jin-Kai, c'est de savoir d'une part si les gens peuvent apprendre les caractéristiques du produit, mais surtout, est-ce que cette information va circuler dans leur réseau. Donc la première chose qu'elle fait, c'est d'aller voir tout le monde et de voir qui est ami avec qui. Donc elle fait une première enquête qui est une enquête de réseau, en demandant aux gens de nommer qui sont leurs amis. Et ensuite, le gouvernement organise une première session d'information, soit très très simple, où ils donnent très peu d'informations et les gens, on leur demande de s'inscrire s'ils veulent ou pas, soit plus intensive, avec beaucoup plus d'informations sur comment le produit marche. Donc les gens sont en principe, après cette formation intensive, mieux formés. Ensuite, 3 jours plus tard, ils reviennent dans les mêmes villages, ils font un deuxième tour d'information, et même chose, on a une information simple ou une information intensive. Et ce qui l'intéresse le plus, c'est parmi les gens qui sont venus au deuxième round, de comparer ceux qui ont des amis qui ont reçu l'information intensive au premier round, 3 jours plus tôt, et ceux qui ne l'ont pas reçue. Puisque son idée, c'est que ceux qui ont reçu l'information intensive ont une meilleure information, eux-mêmes ont plus de chances de souscrire à l'assurance, c'est ce qu'on voit ici d'ailleurs. Ceux qui ont participé aux sessions d'information intensive ont à peu près 15% de plus de chances de prendre le produit. En principe, on peut imaginer qu'ils soient plus au courant aussi. Donc, est-ce qu'ils vont en parler à leurs amis? S'ils en parlent à leurs amis, on pourrait s'attendre à ce que, du coup, leurs amis soient plus informés et que, donc, ils achètent aussi plus facilement l'assurance. Et c'est effectivement ce qu'on trouve. Donc, maintenant, on voit dans la session 2, si on compare ceux qui ont... dans la session 2, d'abord, on se pose la question, est-ce que les gens qui ont des amis ont bien compris l'assurance, aussi bien que si c'était eux qui étaient allés à la session d'information. Donc ça, maintenant, c'est la session 2. On voit que ceux qui sont allés à la session intensive 2, ils ont eux aussi bien appris ce qui s'était produit. Par contre, quand on compare ceux qui sont allés dans la session simple, en session 2, mais qui ont des amis dans la session 1, ils ont autant de chances d'avoir compris l'assurance que ceux qui sont allés dans la session intensive eux-mêmes, mais qui n'ont pas d'amis dans la session 1. Donc, autrement dit, avoir des amis qui ont appris comment l'assurance marchait est aussi efficace que d'aller vous-même à la session d'information intensive. Donc, premier point, il semble que l'information sur ce produit circule. Deuxième point, ces personnes donc, qui ont des amis dans la session d'information intensive ont aussi plus de chances d'apprendre ce qui se passe, ont aussi plus de chances de souscrire au produit. Donc on peut comparer par exemple ceux qui ont un ami dans la session, la barre 44% des gens qui ont suivi la session simple et qui ont un ami dans la session intensive décident de souscrire à une assurance. Mais s'ils avaient 5 amis dans la session intensive, ils ont 80% de chances de souscrire à l'assurance. Donc on voit que d'avoir plus d'amis qui ont participé à la session intensive vous aide à comprendre comment le produit marche et vous aussi vous conduit à choisir l'assurance vous-même. Alors une grosse question en économie, c'est est-ce que c'est l'information qui circule ou est-ce que c'est du mimétisme, simplement une copie. Donc si un collégien arrive avec des cheveux roses et que dans les semaines qui suivent, tout le monde a des cheveux roses, soit ça peut être parce qu'ils ont appris que les cheveux roses, c'est vraiment très beau,
soit ils se copient les uns les autres sans vraiment qu'il y ait un système d'apprentissage. Pareil là pour l'assurance. Est-ce qu'ils se copient ou est-ce qu'il y a vraiment de l'information qui a circulé? Alors c'est ça qui l'intéresse de savoir. Alors on sait déjà que l'information a circulé, puisque quand on a vu dans le graphique précédent que les gens qui avaient des amis dans la session d'information intensive ont eux-mêmes mieux compris le produit quand on les interroge dessus. Mais est-ce qu'il y a aussi le mimétisme? Alors pour savoir ça, elle fait une autre expérience à l'intérieur de l'expérience où elle inscrit certaines personnes d'office à l'assurance en leur donnant le choix de se désinscrire s'ils le souhaitent. Ça, c'est très connu en économie comportementale que la solution qu'on vous présente comme la solution par défaut est la solution que la plupart des gens conservent, que beaucoup de gens conservent. Donc, quel que soit si vous ayez été informé ou pas, si on vous inscrit, mais vous devez demander à ce qu'on vous désinscrive, vous avez à peu près une chance sur 6 de plus de rester inscrit. Il y a à peu près 15% de chance de plus de rester inscrit. Dans certains cas, c'est beaucoup plus que ça, mais donc là, c'est déjà 15%. Donc ensuite, ils ont plus de chances de souscrire à l'assurance. Et ensuite, elle regarde, et alors les amis de ces gens qui sont inscrits par défaut, est-ce qu'eux-mêmes, ils s'inscrivent aussi, même s'il n'y a pas d'information qui a circulé? Et là, ce qu'elle trouve, c'est que ce n'est pas le cas, sauf si on leur dit, si le gouvernement leur dit, vous savez, vos amis, ils sont tous inscrits. Et donc, en fait, l'information, ce qu'elle montre, c'est que les gens ne partagent pas vraiment leur décision de s'inscrire ou pas, leur décision d'inscription. Ils partagent les caractéristiques du produit. Donc en fait, les villageois sont assez mal informés de si leurs amis ont choisi le produit ou pas. Ça reste une décision, disons, privée. Et donc ce qui passe, ce n'est pas la décision de s'informer, mais c'est les caractéristiques du produit. Donc ce n'est pas une question de mimétisme, c'est une question de circulation d'informations qui se fait très bien dans ce cas-là. Donc si l'information circule comme ça, très très bien, comme dans ce cas dans les réseaux sociaux, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'un gouvernement peut se dire ces sessions d'information, elles coûtent relativement cher, mais un gouvernement peut se dire, ben voilà, je ne vais pas former tout le monde, je vais juste former une partie des gens, puis après l'information va circuler dans le réseau social. Mais ce n'est pas toujours le cas, il faut quand même une note de scepticisme, ce n'est pas toujours le cas que l'information circule bien. Et on a plutôt plus d'expériences où l'information circule mal ou peu que de cas où elle circule très bien. J'ai été impliquée dans plusieurs de ces projets où l'information circule mal. Donc je vais vous en parler d'un projet très typique de l'extension agricole au Rwanda. Un programme où les fermiers, un programme qui a été mis en place par une organisation qui s'appelle TechnoServe, qui est une organisation un peu qui aide de commerce équitable, disons, qui aide les fermiers à valoriser leur chaîne de production et les mettre en contact avec des acheteurs qui vont acheter du café de tel endroit avec une marque, etc. Et en général, ils essayent aussi de travailler avec les fermiers pour améliorer la qualité du café qui est produit, leur donner la quantité aussi du café qui est produit. Donc, ils leur apprennent tout un tas de techniques. C'est une formation qui est très intensive. Ça se passe dans une ferme du village où tout le monde vient tous les mois pendant plusieurs heures et ils étudient des tas de techniques qui sont utiles pour faire pousser du café, que ce soit comment protéger les pieds en mettant des feuilles autour, que ce soit comment on prend soin des feuilles, comment éviter les différents insectes, etc. Donc, ce qu'ils font, donc, là, c'est qu'ils choisissent, ils font, de toute façon, ils ne forment jamais tout le monde, puisque le programme est très intensif et leur coûte très cher. Donc, ils choisissent certains planteurs et d'autres non. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a, dans chaque village, on a choisi au hasard un certain nombre, d'habitude, ils le font premier arrivé, premier servi. Là, on leur a demandé de choisir au hasard 20%, 50% ou 75% des fermiers de café. Donc dans certains villages, c'est 20%, dans d'autres, c'est 50%, dans d'autres, 75%. Et à l'intérieur de chaque village, c'est les gens, parmi les gens qui ont candidaté, qui étaient beaucoup plus que ce qu'ils avaient comme place, parmi les gens qui ont candidaté, on choisit cette proportion
au hasard. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est comparer évidemment les gens qui sont formés avec les gens qui ne sont pas formés. Et ensuite, on a donc collecté des données de réseau dans chaque village, et en fait, sans se limiter forcément au village, ensuite dans toute la région. Là, c'est des données de réseau donc pour nos villages du Rwanda qui sont qu'on restreint à poser la question, est-ce que vous échangez des informations sur le café avec cette personne? Donc c'est les réseaux d'échange d'informations sur le café. Donc en principe, c'est tous des gens qui se parlent. On voit que le village, évidemment, il est très dense, le réseau est très dense, est complètement connecté. Mais même dans la région, ça c'est toute la région, finalement, presque tous les... On voit les villages qui font on peut identifier des villages comme ayant plus de liens entre eux, mais d'une manière ou d'une autre, ils sont un peu tous liés les uns avec les autres. Donc voilà nos réseaux. Et en fait, ce qu'on va poser comme question, c'est est-ce que si cette personne est amie de cette personne et cette personne a reçu la formation, est-ce qu'elle apprend quelque chose? Et la première chose qu'on a constatée, c'est que les fermiers qui sont formés, effectivement, apprennent des techniques et essayent de les mettre en œuvre, ils déclarent les mettre en œuvre, mais on ne voit absolument aucune imitation vers leurs amis. Donc, première chose, contrairement à ce qu'on voit dans le papier de Jinkai sur l'assurance, là, il semble que les amis ne suivent pas. Donc soit ils n'ont pas compris, soit ça ne les intéresse pas, soit ils ne peuvent pas le faire pour une raison ou pour une autre. Deuxième point. Troisième point, et ça c'était vraiment un effet pas attendu et auquel il faut faire attention dans le futur, pour mettre en place ces nouvelles techniques, les fermiers qui sont formés recrutent plus de travailleurs journaliers et mettent une pression en fait sur le marché du travail dans ces villages. Du coup, dans les fermes où les fermiers n'ont pas été traités, ils recrutent moins de gens et du coup, il y a moins de travaux qui sont faits dans ces fermes-là. Et donc, quand on compare les fermiers qui ne sont pas formés, dans les villages où beaucoup de fermiers ont été formés par rapport à ceux où peu de villageois ont été formés, les villages où les pauvres personnes qui n'ont pas eu de formation dans les endroits où beaucoup de gens ont été formés ont des rendements qui sont en fait plus faibles que ceux dans les villages où très peu de gens ont été formés. On voit que la formation partielle en fait crée une compétition sur des ressources qui sont rares, dont je pense qu'on ne s'était pas rendu compte qu'il y avait cette pression sur le marché du travail. Technoserve, certainement, s'en était pas rendu compte non plus, parce que c'est leur stratégie de ne former qu'une partie des gens. Mais du coup, en fait, ce modèle de former qu'une partie des gens et d'espérer que l'information circule, si l'information circule, c'est très bien, hein, c'est moins cher, ça va plus vite, etc. Mais si l'information ne circule pas, on peut finir par imposer des coûts aux gens qu'on ne forme pas, ce qui fait que ce n'est pas une bonne manière de procéder, qu'il faudrait plutôt former tout le monde. Donc ici, les effets pervers de la compétition sur une ressource rare, qui sont les effets, disons, qui sont les effets traditionnels en économie, hein, il y a d'équilibre général, dominent sur les effets positifs qui viendraient d'une circulation de l'information. Alors, on pourrait se poser la question, donc je vous ai donné un exemple où l'information circulait très bien, et un exemple où elle ne circule pas. Et il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait mettre dans les deux catégories. Donc plutôt que vous donner une série d'exemples de ce type, on pourrait se poser la question, quel est le type d'information qui circule bien versus mal, ou est-ce qu'on peut caractériser les informations qui circulent bien, ou est-ce qu'on peut caractériser les premières personnes à avoir été touchées comme étant plus influents que les autres. Alors commençons par le type d'information. L'information, une des caractéristiques d'information qui circulent bien, c'est les informations qui sont très simples et qui sont immédiatement crédibles. Dans le contexte du Kenya, où j'ai travaillé sur le maïs au Kenya et en particulier sur l'usage des engrais. À la fois, est-ce que les gens utilisent des engrais et s'ils en utilisent, est-ce qu'ils en utilisent trop ou pas assez. Donc, ce qu'on observe au Kenya, c'est que d'une part, il y a peu de fermiers qui utilisent des engrais à chaque saison.
les gens fluctuent, parfois ils les utilisent, parfois ils ne les utilisent pas, mais que quand ils en utilisent trop. En particulier à peu près 2 fois trop par plan. Donc c'est problématique, à la fois de ne pas en utiliser régulièrement et surtout d'en utiliser trop quand on utilise trop. Donc j'ai fait toute une série de projets sur l'utilisation des engrais au Kenya, y compris un projet où on a simplement donné à certains fermiers une cuillère à café qui est la quantité d'engrais suffisante. En général, les fermiers ne mesurent pas, ils prennent une poignée, et en fait cette poignée c'est à peu près 2 fois plus que ce qui est nécessaire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a donné une cuillère en leur disant voilà à peu près ce que vous devez utiliser. On l'a peinte en bleu pour que, comme c'est une cuillère de cuisine, pour qu'il n'y ait pas de confusion, que les enfants ne l'utilisent pas pour faire autre chose. Donc c'est pour ça que c'est ce qu'on appelle les blue spoons, les cuillères bleues. Donc on a distribué les cuillères bleues à des tas de gens dans le réseau, dans les villages. Et ensuite, on leur a dit que leurs amis, n'importe qui, pouvaient diffuser l'information que les cuillères bleues étaient disponibles à la boutique de produits agricoles pour un prix pas zéro, mais faible. Et ce qu'on a constaté, c'est quand on fait ça, quand on met les cuillères bleues dans les villages, les cuillères, elles deviennent un produit, elles se répandent comme un virus. Il y a une information, elles deviennent extrêmement populaires. Tout le monde achète des cuillères bleues très facilement. Donc là, c'est un exemple où ces cuillères bleues, l'information a circulé très très rapidement. Et donc d'abord l'information sur les cuillères bleues et plus généralement l'information sur la question des engrais. Donc on voit la barre bleue, c'est la barre des cuillères bleues comparée au contrôle. Les gens qui ont reçu, les amis des gens qui ont reçu les cuillères bleues discutent plus de questions d'engrais, en particulier de l'engrais qui est utilisé avec ces cuillères, mais aussi de questions qui ont à voir avec l'engrais, par exemple, quel type de graines, comment ranger son maïs correctement, etc. Donc le fait qu'il y ait une cuillère bleue, déjà la cuillère bleue elle-même, l'information circule très très vite et le produit passe en vogue, et ça fait générer des conversations sur l'agriculture plus généralement. Alors, on a comparé ça à 2 autres choses qu'on a essayé de faire. D'une part, de subventionner l'utilisation des engrais en donnant aux gens un coupon qui augmente un petit peu les discussions sur les engrais, c'est la barre orange, mais moins que les bleus. Et puis, un traitement direct pour favoriser la conversation, c'est de créer des groupes de fermiers où ils devaient parler, où ils étaient encouragés à parler d'agriculture. Or, quand on met des groupes de fermiers ensemble pour parler d'agriculture, ils parlent moins d'agriculture que quand on ne les met pas ensemble. Donc ces groupes de culture n'ont absolument pas marché. Et en fait, donc, pourquoi c'est le cas? Comment on peut comparer les discussions sur l'agriculture en général avec les cuillères bleues? Notre hypothèse, c'est que, qui est confortée par beaucoup d'interviews avec les fermiers, c'est que les fermiers ont très peur de donner des conseils qui seraient mal interprétés, ou qui donnent un conseil, puis finalement ça ne marche pas comme ils avaient dit, et que ça ne se passe pas bien, et que du coup on leur reproche les mauvais résultats qui suivent. Du coup, les fermiers sont extrêmement réticents en fait, à partager l'information sur leur technologie. En gros, ce n'est pas mes affaires, ils ne veulent pas se mêler de ce qui ne les regarde pas, etc. Donc du coup, ils ne vont pas discuter de sujets qui sont un peu complexes, comme par exemple est-ce qu'il faut utiliser des engrais ou pas, lesquels, combien il faut en mettre et tout ça. Tandis que quand on leur donne une cuillère bleue et que le message c'est « Hey, ces gens sont venus me donner une cuillère bleue et tu peux l'utiliser pour mesurer tes engrais », c'est un message qui est extrêmement simple et qui en plus est adossé potentiellement à la réputation de l'ONG qui leur a donné cette cuillère bleue. Et du coup, c'est une information qu'ils peuvent, sans risque, disons, diffuser à leurs voisins, sans qu'il y ait un risque que ça leur revienne dessus. Parce que c'est très clair d'expliquer ce qu'ils veulent expliquer. Il ne peut pas y avoir de mauvaise compréhension.
Et en plus, ils peuvent toujours se reposer sur notre autorité, disons, en disant, ben non, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc ça, c'est un premier point, c'est en termes de type d'information, les informations qui sont claires circulent plus facilement dans le réseau social que les autres. Une autre question qu'on pourrait se poser, c'est à nouveau dans la variabilité, pourquoi certaines informations circulent et d'autres non. Ça peut dépendre de qui obtient l'information le premier. Alors, c'est une question que les gouvernements se posent beaucoup, parce que souvent, donc, si on veut lancer une campagne d'information, on essaye d'avoir des relais dans la population. Donc, par exemple, quand dans la campagne de vaccination contre la Covid aux États-Unis, il y avait des Biden Corps. Donc, c'est des espèces ils voulaient avoir des influenceurs dans chaque ville qui étaient en charge, disons, de prêcher la bonne parole du vaccin. C'est un système très fréquent aussi, donc j'en parlais pour l'extension agricole, d'aller chercher quelques fermiers pilotes qui seront ensuite, dont on espère ensuite qu'ils partageront l'information à leurs voisins. Alors, si on veut faire ça, comment chercher qui aller voir? La théorie du réseau nous dit qu'il faut aller chercher les personnes centrales, en particulier les personnes qui ont une forte centralité de vecteurs propres. Donc, si on revient à nos images que je vous ai montrées, la première personne ici, elle a une centralité, si le processus a 4 périodes, elle a une centralité de diffusion de 13, puisque en moyenne, si je lui donne l'information, 13 personnes vont l'avoir appris au bout de 4 périodes. Celle qui est un petit peu sur la marge du réseau a une centralité de diffusion de 6 sur un processus à 4 périodes. Donc, il vaut mieux que je donne l'information à la première personne. Pour une fois, ce qui marche en théorie marche en pratique. C'est-à-dire, il y a 2 études, je vous montre ici 2 études qui montrent une forte corrélation entre la diffusion d'un processus et la diffusion d'une information et le fait que les premières personnes informées soient plus centrales. D'abord, je vais vous parler du dessin qui est vers la droite, avec la droite jaune que vous voyez, où on voit la question qui est posée, la recherche ici vient de ces villages dont je vous ai montré les réseaux, où on a posé les questions détaillées sur les réseaux sociaux. On a fait ça dans le contexte de l'introduction d'un programme de microfinance par une organisation de microfinance. Et eux, leur stratégie pour informer, donc on a collecté les réseaux sociaux avant qu'ils commencent à pénétrer les villages. D'ailleurs, ils ne sont pas allés dans tous les villages et on en reparlera. Ils sont allés dans à peu près la moitié des villages où on a collecté l'information sur les réseaux. Et la manière dont ils entrent dans un village, c'est qu'ils font une liste des personnes qu'ils considèrent être influentes, a priori. Alors évidemment, ils ne connaissent personne dans le village, donc comment ils savent qui va être influent? Ils font une liste de gens avec certaines caractéristiques. Donc les enseignants, les personnes qui ont une boutique, les personnes qui font partie des groupes de femmes, les prêtres, les médecins locaux, tout. Donc ils ont leur liste comme ça de gens influents, donc ce qu'ils appellent les leaders. Bon, il se trouve, puisque nous on a le réseau complet, on va revenir que les leaders, il y en a qui sont influents, puis il y en a qui ne sont pas du tout influents en fait. Et donc d'un village à l'autre, on peut voir s'ils ont eu de la chance, qu'ils sont tombés sur des leaders qui étaient effectivement centraux dans le réseau ou pas. Donc on peut, pour chaque leader, on sait qui a été informé en premier, ce sont ces leaders, on peut calculer leur centralité moyenne en termes de centralité dans le réseau. Et on voit que plus ils sont effectivement centraux dans le réseau, plus les taux de participation à la microfinance, 6 mois plus tard, sont effectivement élevés. Donc il semble que la théorie marche en pratique, c'est-à-dire la centralité de réseau fonctionne pour prédire si quelqu'un va être une bonne première personne à interviewer. Ça, c'était une étude non expérimentale. Il y a eu aussi par la suite une étude expérimentale de Laurie Beeman et co-auteurs qui compare 4 techniques pour choisir les premières personnes informées. Là, c'était pour une formation agricole.
D'abord, à peu près cette même stratégie, c'est le travailleur qui décide qui est influent et il va les voir. Donc ça c'est leur contrôle. Ensuite, de prendre les gens qui sont centraux dans le village, c'est-à-dire qui sont vraiment au centre du village, au barycentre du village, donc on pense qu'ils ont directement beaucoup de gens près d'eux, géographiquement. Puis, le nombre de gens qui ont beaucoup d'amis, donc directement, simplement le degré, centralité de degré. Et enfin, diffusion complexe, c'est les gens qui sont centraux dans le sens de cette mesure récursive plus sophistiquée. Et on voit que l'adoption finale est 42% dans le système traditionnel, où c'est au petit bonheur la chance, 53% dans la centralité géographique, 58% quand on choisit des gens qui ont beaucoup d'amis, et 67% quand on choisit des gens qui sont centraux. Donc la théorie marche assez bien en pratique. Bon, la théorie marche assez bien en pratique, c'est bien pour la science, mais ce n'est pas très utile en tant que tel pour la pratique, parce que si vous devez aller voir tout le monde pour collecter les mesures complètes du réseau social et faire votre carte et voir qui est central, dans ce cas-là, vous pouvez aussi bien dire à tout le monde. Donc, ce n'est pas vraiment une stratégie. C'est utile, on a appris quelque chose. Mais maintenant qu'on a appris quelque chose, si on va aller de là à développer un programme, il faut trouver un moyen plus rapide, moins cher, de chercher les gens qui sont centraux. Et on voit bien que le petit bonheur la chance, ça ne marche pas super. Donc, je vous ai dit que l'organisation de microfinance, elle choisit ses leaders. Donc là, les leaders, c'est les bleus. Alors, juste visuellement, on voit bien qu'ils sont quand même... Il y en a qui sont bien centraux. Par exemple, lui, là, il y a plein de liens qui viennent de lui. Puis il y en a qui ne sont pas centraux du tout, par exemple là. Ou complètement, il n'y a personne, ils sont complètement à la marge du network. Et puis il y a des gens très centraux, comme cette personne-là, qui ne sont pas touchés par le processus. Donc il y a c'est pas parfait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a pu faire la corrélation entre la centralité des leaders et l'adoption finale. Donc bon, simplement se baser sur les caractéristiques a priori, c'est pas forcément une bonne idée. C'est ce qui est fait en général, mais c'est pas forcément une bonne idée. Deuxième chose, on ne peut pas non plus juste voir qui a beaucoup d'amis, parce qu'en fait, la centralité de degré, c'est-à-dire juste le nombre de gens qu'ont ces leaders, n'est pas corrélée avec l'adoption finale, donc ça ne suffit pas. Il ne faut pas juste des gens qui ont beaucoup d'amis, il faut des gens qui ont beaucoup d'amis, qui ont eux-mêmes beaucoup d'amis. Alors, comment faire? Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est poser la question aux villageois. C'est pour illustrer cette idée, une peinture de Norman Rockwell, où un ragot se diffuse de personne à personne pour finalement revenir à la personne originale. Donc, c'est la centralité de Potin, disons, les ragots. Alors, vous pouvez faire 1 minute d'introspection dans votre groupe, que ce soit votre famille étendue, vos collègues de bureau, votre immeuble, vos amis. Est-ce qu'il y a une personne, 2 personnes, qui, si vous avez une nouvelle que vous voulez circuler à tout le monde, il faut la donner à eux? Ou alors justement, s'il y a quelque chose que vous les préférez garder secret, vous les évitez absolument. Manifestement, beaucoup d'entre vous ont reconnu cette personne, je ne vous demanderai pas de les citer. Mais il se trouve qu'en fait, quand on pose cette question aux gens, les gens savent qui est la source de circulation d'informations dans le réseau. Donc, en fait, on va avoir très peu de personnes dans un village, 15 personnes, et on leur demande imaginez que j'ai besoin de faire passer un message à propos d'une fête que j'ai envie d'organiser dans le village. Il faudrait que j'aille voir qui pour être sûr que tout le monde soit au courant. Et quand on pose cette question à ces 15 personnes, ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, presque tout le monde nomme les mêmes personnes. Donc il y a beaucoup les gens à l'intérieur d'un réseau, à l'intérieur d'un village, savent qui sont les personnes qui sont la source de tous les potins, même quand ils ne les connaissent pas personnellement. Donc même, on fait ça au Karnataka, ils ne sont pas liés personnellement à ces gens-là, ils n'ont pas de lien direct,
Mais ils savent quand même que ce sont eux qui sont la source des informations, de circulation d'informations maximale, qui est exactement notre mesure de centralité. Alors, juste, la manière dont j'ai posé la question, manifestement, vous a paru intuitive. Mais en fait, si on y pense, c'est curieux que les gens puissent faire ça. Parce que pour savoir, donc en fait, ils sont capables de nous nommer, je vais vous montrer ça dans une seconde, des gens qui sont centraux dans le réseau, donc ils sont capables de nous donner des gens qui ont cette mesure récursive d'information. C'est plus qu'ils ont beaucoup d'amis, ils sont effectivement centraux. Et en même temps, quand on leur pose des questions directes sur le réseau, ils n'ont aucune idée. Ils sont qui sont leurs amis, mais ils n'ont aucune idée de qui sont leurs amis de leurs amis. Donc les gens n'ont pas une représentation complète du réseau, dont en principe ils auraient besoin pour calculer, pour faire le travail sur la matrice et nous donner et nous ranger les gens par la centralité de vecteur propre. Donc c'est pas ça qu'ils font, c'est clair. Alors quelle est l'intuition? L'intuition, c'est que quand quelqu'un est très connecté dans le village, les gens en entendent parler tout le temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, les nouvelles à propos de quelqu'un, maintenant, si on peut penser au node initial, pas comme j'ai une nouvelle à faire passer, mais il y a une nouvelle à mon sujet. Par exemple, Machinette s'est mariée. Même si vous ne connaissez pas Machinette s'est mariée, Machinette s'est mariée, peut-être que c'est vraiment transmis à tout le monde, donc quelque chose. Machinette vient d'acheter une mobilette. Machinette vient d'acheter une mobilette, alors elle le dit à ses amis. Et puis ses amis, ses amis observent la mobilette, et puis après ses amis racontent à leurs amis, vous savez quoi, Machinette a une mobilette. Et finalement, ça finit par circuler à tout le temps dans le réseau, même des gens qui ne connaissent pas du tout Machinette. Et en fait, il suffit pour les gens de compter combien de fois ils ont eu cette nouvelle que Machinette avait acheté une nouvelle mobilette. Et plus ils entendent parler tout le temps de la même personne, plus c'est une personne qui on peut se dire a beaucoup de liens. Parce que finalement, de la même manière que si l'information, je suis à l'origine d'une information, quand je la dis à mes amis, elle circule. De la même manière, si l'information est à mon sujet, quand ils entendent parler, mes amis font circuler leurs informations à leurs amis qui circulent, etc. Donc finalement, les gens qui sont des potins, disons, la centralité des potins finit par être très fortement corrélée, et même quand le processus d'information se répète pour suffisamment longtemps, finissent par devenir la même chose que la centralité de vecteur propre. Donc le théorème, c'est que si on attend suffisamment, s'il y a suffisamment de réseaux de communication, en nommant les gens dont ils entendent parler souvent, donc dont ils entendent des ragots ou des potins à leur sujet, et les gens nomment les personnes qui elles-mêmes sont les plus influentes. Et effectivement, donc c'est pour ça que ça marche bien. Donc les gens qui reçoivent beaucoup d'abord, comme je vous l'ai dit, il y a du consensus sur la nomination, et d'autre part, les gens qui reçoivent beaucoup de nominations, par exemple 5, sont beaucoup plus centraux que ceux qui sont nominés 0 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc à partir de 5 nominations, et en fait il y a très peu de gens qui sont nominés, ils ont tendance à être nominés beaucoup, et ils sont plus centraux que les autres. On les voit ici dans le même réseau où je vous avais dessiné les leaders, où on voit que tous les potins sont effectivement bien centraux dans le réseau, avec beaucoup de liens, toutes les personnes nominées par leurs voisins, avec beaucoup de liens qui viennent d'eux. Alors le test final, c'est est-ce que effectivement l'information circule quand je la donne à des gens de ce type. Donc on a fait plusieurs expériences pour le tester, mais celle qui est la plus intéressante, c'est une expérience de vaccination où on est allé dans les villages, dans presque 1000 villages. On a demandé aux gens de sélectionner des potins et ils sont recrutés comme des ambassadeurs pour la vaccination. Donc leur job, c'est simplement de dire, une fois par mois, ils reçoivent un SMS, et leur job, c'est de dire à leurs amis, de rappeler à leurs amis que la campagne de vaccination vient dans le village. Donc tous les mois, il y a une campagne de vaccination, ils reçoivent un SMS pour le rappeler à eux, pour qu'ils le rappellent à leurs amis, c'est tout. Ils ne sont pas payés pour le faire, c'est juste si ça les intéresse. L'avantage des potins, c'est que des gens qui aiment parler, en général, donc
non seulement ils sont centraux, mais en plus ils utilisent leur réseau effectivement. On a testé l'impact des potins en comparant avec d'autres interventions. Donc les potins, c'est ce qu'ils appellent plus officiellement les information hubs. Et on voit que quand dans les villages où on est allé voir des information hubs, la vaccination augmente de 3 points de pourcentage, presque 4 points de pourcentage. Ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est sur une base de 14%, donc en fait c'est beaucoup. Et l'effet est aussi... On revient en arrière. La vaccination augmente de 2 vaccins par mois en moyenne, il y a à peu près 4 vaccinations par mois dans ces villages. Pour la rougeole, il y a d'autres vaccinations qui sont données, mais donc la vaccination augmente de 2, autant que des incitations, on avait parlé l'année dernière d'incitations financières, autant que d'incitations financières. Donc simplement en passant, c'est beaucoup moins cher d'aller voir quelques personnes dans le village et le demander de devenir ambassadeur. Donc c'est intéressant que l'effet soit à peu près aussi important que celui d'incitation financière. Et ce qui est intéressant, c'est que une stratégie que dont vous avez sûrement fait l'expérience dans votre vie personnelle, c'est on reçoit des SMS pour nous rappeler qu'il faut faire, que notre rendez-vous arrive, etc. Donc on a mis aussi en place dans les mêmes villages l'envoi de SMS. C'est en jaune, et l'envoi de SMS en tant que tel, tout seul, ne fait aucune différence. Par contre, combiné, ça ne se voit pas sur ce dessin, mais combiné, ça fait une différence importante. Tout ça pour dire que donc, cette idée de potin semble marcher en pratique pour diffuser une information comme la vaccination. Alors une question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi il est plus efficace d'informer par SMS quelques personnes dans le village, 4 ou 5 personnes dans le village, qui n'ont pas forcément d'enfants eux-mêmes, que d'informer tout le monde, ou 2 tiers des personnes, ou 1 tiers des personnes qui ont des enfants. C'est quand même étonnant que ce soit plus efficace d'informer quelques personnes, une fois par mois, que d'informer tous les gens concernés, ou 2 tiers des gens concernés, quand ils ont besoin de savoir. On peut se dire, normalement, si je préviens plus de monde, ça devrait quand même mieux marcher. Donc, comment est-ce que ça peut se faire que de l'information répandue largement ait moins d'effet que la même information donnée à quelques personnes? Et une possibilité, c'est que les personnes, quand l'information est circulée très largement, quand il y a une information un petit peu complexe, où les gens peuvent avoir des questions supplémentaires, comme par exemple le cas de la vaccination sûrement, où les gens peuvent se poser des questions. Est-ce que j'ai vraiment besoin de tous ces vaccins? À quel moment il faut que je vienne? Quel est l'âge de l'enfant, etc. On peut avoir des questions supplémentaires. Les gens peuvent être peuvent ne pas vraiment vouloir, avoir un petit peu honte d'aller poser des questions autour d'eux, comme s'ils ne comprenaient rien. Il y a une enquête de Arun Chandrasekhar qui va dans une petite enquête dans un village en Inde, qui pose des questions sur est-ce que vous allez poser des questions aux autres villageois sur différents sujets. Et ils disent que 88% des gens leur disent qu'ils n'osent pas vraiment poser des questions. 66% des gens ont l'air d'apparaître comme n'étant pas très informés s'ils posent des questions, de ne pas donner une bonne image d'eux-mêmes. Et 50% des gens pensent qu'ils savent qui a l'information sur tel ou tel sujet, mais qu'ils n'osent pas leur demander parce qu'elle paraît peu abordable. Donc si c'est le cas, si les gens qui ont de l'information partielle mais qui ont des questions n'osent pas vraiment aller poser plus de questions, dans ce cas-là, si l'information est totale, tout le monde a reçu un SMS et tout le monde sait que tout le monde a reçu un SMS, là c'est vraiment là où si vous avez des questions supplémentaires, vous aurez l'air
il y a une chance que vous vous embarrassiez. Donc, par exemple, imaginez dans une classe où le professeur a dit quelque chose que vous n'avez pas compris, mais vous avez bien l'impression que ça a été dit déjà. C'est le moment où vous serez plus intimidé d'aller poser des questions, même à vos camarades, en disant « je suis le seul débile qui n'a pas compris », alors qu'ils l'ont dit à tout le monde. Donc, pensez à ça. Tandis que si vous avez raté la classe, ou si il y a eu une session une classe supplémentaire où l'information a été donnée qu'à quelques personnes, là, vous pouvez vous dire « oui, je ne sais pas, je n'ai pas de raison de savoir, donc je peux aller demander aux gens qui étaient là. » Et il n'y a pas de honte à ça, puisque je n'étais pas là pour qu'on me l'explique. Et donc, quand l'information est circulée à très peu de gens, ça peut en fait donner plus confiance aux autres de se dire bah, « je vais aller les voir » ou quand un de ses potins vient vers ses amis et leur dit hey, « tu sais quoi, c'est la vaccination », si ils n'étaient pas au courant du truc, ils peuvent se dire « ah oui, ouais, mais attends, dis-moi, est-ce que mon enfant a déjà 3 vaccins, t'es sûr que j'en ai besoin d'un 4e ?» Et du coup, la clarification peut se produire. Donc, il y a une expérience qui a été conduite par Abhijit Banerjee, Arun Chandrasekhar et Emily Breza en Inde pendant la démonétisation. Donc, la démonétisation a eu lieu en novembre 2016 en Inde. Tous les gros billets sont devenus illégaux, enfin ont changé d'un jour à l'autre, un petit peu comme le passage à l'euro, mais par surprise. Hein. Dans les premiers jours après la première semaine, dans toutes les semaines qui ont suivi la démonétisation, il y avait une confusion complète. Il y a eu des centaines de règles qui se sont succédées, les règles se sont contredites eux-mêmes, etc. Donc les choses changeaient, c'était un peu compliqué. Et donc dans cette situation de confusion complète, ils ont fait une expérience où soit ils ont interviewé certaines personnes, soit ils ont envoyé des messages essayant d'expliquer les règles, mais alors, comme il y a beaucoup de règles, ils ont essayé d'expliquer certaines règles le plus clairement possible à tout le monde. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'il était plus efficace que de n'informer que quelques personnes et de le faire savoir qu'il n'y a que ces 5 personnes qui sont au courant, que d'essayer d'informer tout le monde, parce que quand tout le monde était informé, 3/4 des gens étaient complètement perdus, mais n'osaient pas aller voir les autres pour obtenir une clarification. La manière dont ils le savent, c'est qu'ils ont donné aux gens ensuite des billets de 500, ils ont proposé aux gens des billets de 500 roupies anciens, qui étaient encore échangeables, mais il y avait un peu de confusion si c'était le cas ou pas. Et ils voient qui acceptent leurs billets versus leur refusent. Et il y a plus de gens qui acceptent les billets, qui étaient encore valides à ce moment-là, dans les endroits où peu de gens ont été informés, que dans les endroits où tout le monde a été informé. Donc voilà un exemple potentiellement de la force du réseau social, c'est-à-dire même dans des circonstances où il est possible de toucher tout le monde, par exemple par la radio ou par des messages SMS généralisés, il peut être plus efficace de se concentrer sur quelques personnes et de laisser l'information circuler de manière plus qualitative et plus organique. Donc voilà pour l'information. Deuxième type de choses qui se passent dans les réseaux, c'est tout ce qui est la solidarité et au premier chef des réseaux de recherche d'emploi. Donc dans le livre sur Naji et Nezo, donc non seulement Naji reçoit son job grâce à un oncle éloigné, mais en plus, quand il est bien installé, il vient retrouver son ami, c'est Nezo qui va retrouver son ami Naji et qui lui trouve un emploi aussi. Donc c'est vraiment cette idée du réseau pour les jobs. Donc c'est pas du tout quelque chose d'anecdotique, c'est quelque chose qu'on trouve qui est très fréquent. Il y a un livre de Truman Bewley sur les réseaux sociaux dans la recherche d'emploi qui est aux États-Unis déjà de quelques années, mais il trouve qu'entre 30 et 60% des emplois sont trouvés par des réseaux informels aux États-Unis. Et il y a des chances que le chiffre soit bien plus élevé dans les pays pauvres, où pour beaucoup d'emplois, il est difficile de montrer, les gens n'ont pas de certificat, pas forcément fait d'école, d'études secondaires où ils peuvent montrer leur valeur.
Donc c'est difficile de connaître, de faire valoir ses compétences, et c'est difficile aussi de connaître quels sont les emplois disponibles. Donc il y a une étude, il y a plusieurs études qui montrent la force des réseaux sociaux. Je vais vous donner deux exemples qui viennent tous les deux des États-Unis, mais je pense qu'on pourrait, mais qui s'appliquent également dans les autres pays. Il y a un article de Laurie Beeman sur les réfugiés politiques aux États-Unis qui sont pris en charge par International Rescue Committee, qui avait été créé après la guerre, où Einstein était actif. Donc IRC, quand IRC s'occupe d'un réfugié, il les place. Et il les place quasiment aléatoirement dans les endroits où il y a de la place pour les recevoir. Et ce qu'elle montre, c'est que s'il y a déjà plus de réfugiés du même pays dans cette ville, ils trouvent plus rapidement un travail que s'il y a moins de réfugiés dans cette ville. Donc, bien qu'ils soient aidés même par les services d'IRC, le fait d'avoir ce réseau de gens de leur pays les aide. Un autre exemple qui vient aussi de migrants aux États-Unis, mais cette fois des migrants mexicains, un article de Kaivan Munshi qui suit plusieurs vagues de migrants mexicains qui vont du Mexique aux États-Unis, puis qui reviennent au Mexique, puis qui repartent aux États-Unis. Il y a beaucoup de migrations comme ça, aller-retour. Et ce qui montre, c'est que quand il y a plus de... D'abord que les Mexicains essayent d'aller dans des villes où il y a plus de gens de leur village, s'ils peuvent, et que quand il y a eu une sécheresse quelques années auparavant, et que donc beaucoup de gens sont partis de leur village, et que le réseau est donc plus intense dans les villes où les personnes de ce village ont tendance à s'installer, les nouveaux migrants qui arrivent trouvent de l'emploi beaucoup plus vite et trouvent des salaires plus importants dans ces villes où donc il y a une présence plus forte de leur réseau de village. Donc ici, on parle de réseau d'ethnie, et ici, c'est même le village, où les gens arrivent, ils trouvent des gens de leur village qui les aident à s'installer plus rapidement. Donc la question qui est intéressante, c'est est-ce que le réseau social recrute est-ce que c'est la solidarité qui prime dans le réseau social, ou est-ce que les employeurs peuvent aussi s'en servir pour recruter des gens plus compétents? Puisqu'il y a un problème d'information asymétrique, les employeurs ne savent pas, pour beaucoup de jobs que ces personnes pauvres pourraient prendre dans les villes des pays pauvres ou même aux États-Unis, il n'y a pas de papier qui permette d'établir la compétence de quelqu'un pour ce job. Donc est-ce que le réseau social leur donne des gens qui sont compétents pour ce job, ou est-ce que le réseau social leur donne surtout les gens qu'ils ont envie d'aider le plus? Donc, Laurie Beeman, qui, comme vous pouvez voir, comme vous voyez, elle se trouvera sur beaucoup de ces articles, parce que c'est ce qu'elle étudie au premier chef. Laurie Beeman et Jamie McGruder ont fait une expérience à Calcutta où ils ont recruté des gens eux-mêmes. Ils ont recruté des gens pour un job qui consistait à faire des dessins sur des tissus un peu compliqués, en suivant un pattern. Donc c'est un peu comme un test de QI sous la forme de faire des dessins pour un tissu, parce qu'ils devaient suivre la séquence correctement sans faire d'erreur. Donc ils font ça d'abord, ils recrutent des gens simplement par poster, ils font ça d'abord, et puis après ils leur demandent de faire venir d'autres gens pour ce même job, en leur disant explicitement « choisissez des gens qui, à votre avis, seraient bons pour faire ce job ». Donc soit ils leur demandent de le faire, tout simplement, ils ont une rémunération fixe s'ils amènent quelqu'un, soit ils leur demandent de le faire, mais en plus ils leur disent « on va faire, si la personne est effectivement forte à ce type de job, alors vous aurez votre prime de nous avoir amené de chasseurs de tête, en quelque sorte, sera plus importante. » Donc on peut voir si
quand il y a un composant de leur prime de chasseur de tête, si la prime de chasseur de tête répond à la performance, est-ce qu'ils vont faire venir des gens différents et plus performants? Ce qu'ils trouvent dans cette recherche, c'est que les gens font venir en priorité les gens de leur famille qui soient compétents dans ce type de job ou pas. Ils font juste venir, donc c'est vraiment la solidarité qui prime. Si les référents reçoivent une prime de performance, ils essayent de choisir d'autres gens. Et donc, ils vont passer des membres de leur famille, par exemple, à leurs collègues. Mais ils sont capables de le faire que si eux-mêmes sont très forts dans le test. Donc, il y a des gens qui ont de l'information précieuse, mais ce n'est pas tout le monde. Et ceux qui l'ont n'ont pas forcément envie de l'utiliser pour l'employeur. Ils vont plutôt l'utiliser pour leur réseau. Donc, on voit que d'un point de vue, disons, d'employeur, de faire confiance au réseau ne produit pas forcément une qualité d'emploi formidable. Bon, ils n'ont pas forcément le choix tellement. Maintenant, il y a un revers de la médaille à cette solidarité de réseau, c'est qu'est-ce qui arrive aux gens qui ne sont pas dans un réseau, aux gens qui sont déjà... les réseaux incluent et puis ils excluent aussi. Et donc des gens qui sont plus fragiles parce qu'ils sont plus pauvres, ils sont moins connectés à un réseau social, ou ce sont des femmes, peuvent se trouver par ce système d'offre d'emploi qui se fait presque exclusivement par le bouche à oreille, peuvent se trouver exclus de ce système. Alors toujours, Beeman et Magruder font une expérience cette fois au Malawi, où ils travaillent avec IPA, qui est une organisation qui collecte des données pour recruter des enquêteurs. Donc, pour être enquêteur, c'est un job qui est un peu compliqué. Il faut bien poser des questions, il faut avoir un bon rapport social, il faut écrire les réponses correctement, etc. Et IPA se plaignait de ne pas avoir assez de femmes. Donc il s'est dit, si on demande à nos employés de faire venir des collègues, peut-être qu'on pourra recruter plus de femmes de cette manière-là. Donc il commence par mettre des posters partout pour solliciter des candidatures spontanées. Et ensuite, il demande à ces gens qui sont venus et qui ont participé à l'interview, donc ce qu'on appelle les CA, c'est les gens de candidature spontanée, il leur demande s'ils peuvent faire venir quelqu'un. Et à nouveau, il y a une prime de chasseur de tête si quelqu'un vient effectivement. En général, ces candidatures, ceux qui sont venus en premier recommandent surtout des hommes. Il y a seulement 38% de femmes qui sont recommandées par ces premières personnes qui viennent. En particulier chez les hommes, moins d'un quart des recommandations faites par les hommes sont des femmes. Pour les femmes, c'est plus proche de la moitié-moitié, mais c'est un tout petit peu moins de la moitié des recommandations faites par les femmes sont des femmes. Donc, ce système informel privilégie plutôt les hommes. Est-ce que c'est parce que les hommes ne connaissent pas de femmes, tout simplement? Non, parce que dans certains cas, ils leur disent « vous ne pouvez nous envoyer que des femmes ». Et on voit ici, disons, la qualité des gens, c'est-à-dire quand les gens arrivent, on leur fait passer plein de tests et ensuite ils ont un score. Et on voit ici la distribution sur la gauche, figure 4, la distribution de la qualité, la distribution des scores pour les femmes qui sont pour les personnes qui sont recommandées par des hommes qui ne peuvent recommander que des hommes, ou des personnes recommandées par des femmes par des hommes qui ne peuvent recommander que des femmes. Donc le trait rouge, c'est que des femmes, le trait bleu, c'est que des hommes, et ils sont recommandés par des gens qui doivent choisir seulement parmi les femmes ou parmi les hommes. Et on voit que c'est à peu près la même chose. Donc en fait, quand on force un homme à penser à une femme, il y arrive. Et il arrive à trouver quelqu'un qui a la qualité exactement la même que si on le forçait à penser à un homme. Donc les hommes ont des femmes dans leur réseau qui seraient éligibles pour ce job. On leur dit, il faut penser, dans tous les traitements, on leur dit pensez à recommander des femmes, mais ils ne le font pas, qu'ils choisissent de ne pas le faire.
Malheureusement, il y a les femmes recrutent, les femmes proposent plus de femmes, mais malheureusement, en général, les candidats recommandés par les femmes ont moins de chances d'être qualifiés pour le job, que ce soit des hommes ou des femmes. Donc, ce n'est pas corrigé par le fait qu'il y a aussi les femmes qui recommandent. Donc, dans ce contexte, la discrimination des hommes contre les femmes dans le réseau renforce l'inégalité homme-femme. Donc, c'est un premier élément de doute du problème du réseau social, c'est que le réseau social, c'est bien sympathique comme réseau de solidarité, mais c'est aussi potentiellement un réseau de conservation d'une norme qui peut être une norme patriarcale, par exemple, dans ce cas. Donc, on a parlé des réseaux sociaux où circule l'information, des réseaux de recherche d'emploi. Troisième point, réseau de solidarité collective. On a déjà un petit peu parlé la semaine dernière. Le village fait beaucoup pour assurer les gens contre une partie des risques auxquels ils font face. Pas tous, mais une partie. Alors pourquoi le village est compétent pour le faire ? Une des raisons, c'est qu'ils ont la possibilité de punir, ils ont une bonne information sur ce que font les autres, et ils ont la possibilité de punir ceux qui ne font pas, ceux qui, par exemple, ne respectent pas les engagements qui ont été pris dans le village, en principe. De manière plus générale, la pression sociale qui est utile, disons, pour permettre l'assurance, permet de rationaliser des comportements de groupe qui serait difficile à maintenir sur la base de la rationalité individuelle. Donc ça, c'est la recherche de Elinor Ostrom qui décrit le rôle des normes sociales pour réfléchir à la gestion des communautés, qui est une gestion collective locale sans gouvernement. Donc, par exemple, il y a les BIS du Valais qui sont toujours extrêmement bien entretenus, où il n'y a pas donc elles sont entretenues collectivement par le groupe de fermiers, par ces groupes de fermiers. Si quelqu'un ne respecte pas le travail à la fois de respecter, de maintenir tous ces canaux en bon état, de ne pas faire manger les vaches trop dans les endroits où il ne faut pas les faire manger, de ne pas les faire trop manger au même endroit, etc., ils se font rabrouer par la collectivité. Ce qui permet à la collectivité d'avoir ces infrastructures collectives extrêmement fortes, sans aucune loi ou punition officielle qui viendrait de l'extérieur. Donc ce type d'organisation collective, le point d'Elinor Ostrom, qui lui a valu le prix Nobel, c'est que ce type d'organisation collective des biens communs est plus efficace, évidemment, que chacun fait les choses dans son coin, et ça crée une tragédie des communs, est observée à travers le monde. Une expérience pour montrer, disons, qui rejoint cette idée de force de la communauté et de centralité dans le réseau. C'est une expérience intéressante d'Emily Breza et Arun Chandrasekhar qui étudie si les personnes qui, donc, à l'intérieur d'un réseau social ont plus de centralité sont aussi bien placées pour faire en sorte que les gens se comportent bien. Donc là, l'idée, c'est l'idée des moniteurs d'épargne. Alors, qu'est-ce que c'est des moniteurs d'épargne? Donc, si les gens veulent épargner davantage, on leur propose dans cette expérience, à certains d'entre eux, un choix où ils peuvent avoir quelqu'un qui les surveille. Donc, c'est leur moniteur d'épargne. Donc, il y a deux types de villages, les villages A et les villages B. Dans les villages A, ils vont voir les villageois et ils leur demandent hey, est-ce que vous voulez épargner plus? Si vous voulez épargner plus, est-ce que vous voulez qu'on vous apparie avec une personne qui va simplement vous surveiller, qui va devenir votre compagnon dans votre projet d'épargne? Un petit peu comme les Weight Watchers, mais pour l'épargne. Ouais. Mais c'est des pairs, ce n'est pas des groupes, mais c'est des pairs. Mais c'est ça l'idée, Alcoholics Anonymous, Weight Watchers.
Donc cette personne va pouvoir s'assurer que vous poussez un petit peu si vous ne faites pas ce que vous avez prévu, etc. etc. Bon. Alors dans les villages de type A, les gens peuvent choisir leur moniteur. Dans les villages de type B, on leur impose un moniteur au hasard. Alors d'abord, ils vont voir les moniteurs possibles, et ensuite, ils les assignent aux gens qui ça intéresse. Et puis, il y a des gens à qui on ne propose pas d'avoir un moniteur. À tout le monde, on propose un compte d'épargne, soit postal, soit dans une banque, et quelqu'un qui vient chez eux régulièrement pour collecter l'épargne. Donc, c'est très simple. Mais il y a soit cette idée qu'il y a le moniteur qui travaille avec eux, soit non, et soit ils le choisissent, soit ils ne le choisissent pas. Première chose, c'est quel est l'effet d'avoir un moniteur sur l'épargne et pas de moniteur. Donc vous voyez que quand on compare un moniteur avec pas de moniteur, là, qui est sur le graphe A, là, la distribution est déplacée vers la gauche quand il n'y a pas de moniteur, c'est-à-dire il y a toujours plus d'épargne dans les situations où il y a des moniteurs que dans les situations où il n'y en a pas. Les distributions cumulées comme ça, quand elles sont vers la droite, quand elles sont en dessous, c'est qu'il y en a plus. Il faut juste se souvenir de ça. Donc parce que c'est la probabilité que le chiffre soit plus bas qu'un quart, un demi, etc. Donc c'est toujours plus petit, que ce soit plus petit que ça. Donc il y a plus, sur tout l'échantillon, sur toute la distribution, on voit plus d'épargne quand il y a un moniteur que quand il n'y en a pas. Donc les moniteurs sont utiles. Très bien. Deuxième chose, ces moniteurs sont plus utiles quand ils sont eux-mêmes plus centraux. Donc je vous avais parlé de centralité. Les moniteurs centraux ont un effet beaucoup plus important sur l'épargne que les moniteurs pas centraux. Et les mêmes résultats sont répartis. Et on trouve les mêmes résultats après 15 mois plus tard. Donc c'est quelque chose qui dure au cours du temps. Donc ça, c'est quand ces graphes-là viennent de situations où les gens ne peuvent pas choisir leur moniteur. Mais les résultats sont les mêmes, en fait. L'effet des moniteurs est le même quand les gens peuvent choisir leur moniteur. Ce qui montre bien que les gens arrivent à se dire qui dans le réseau va être efficace pour suivre mon épargne et suivre quelqu'un qui les pousse un petit peu, effectivement. Et quand on regarde qualitativement ce que font les moniteurs, une des choses qu'ils font, c'est de dire à tout le monde si telle personne n'a pas respecté ses propres engagements et que donc plus les gens ont des contacts avec tout le monde, plus cette idée que votre réputation va en souffrir si vous suivez pas vos plans est puissante. Donc ça nous dit que ces réseaux locaux sont des lieux pour faire respecter des décisions collectives et que les personnes influentes dans ces réseaux locaux, à nouveau, sont les personnes centrales dans le réseau. Et la centralité est un concept qui se retrouve en fait à la fois dans la circulation de l'information et dans ce type de décision. Alors tout ça, donc on voit les aspects positifs de ces réseaux, que ce soit l'assurance, d'aider à la recherche d'emploi, la circulation d'informations, mais on voit dans cette capacité à faire respecter ce que la communauté a décidé, le potentiel de face cachée, de face sombre des réseaux sociaux également. C'était un peu un débat entre Gandhi, j'espère que vous reconnaissez tous Gandhi, mais vous ne reconnaissez pas forcément celui de droite, qui est à droite. Votre gauche, ma droite. Ma droite, votre gauche. À ma droite, vous avez Ambedkar. Dr Ambedkar, moins connu que Gandhi, mais aussi remarquable par certains aspects, venant d'une caste très basse en Inde, remarqué, éduqué, finissant par recevoir son doctorat, ayant très impliqué dans les mouvements d'indépendance de l'Inde et qui a écrit la Constitution de l'Inde. Et Ambedkar et Gandhi avaient ont eu un débat prolongé sur cette question même
des villages et des réseaux sociaux dans les villages. Est-ce que c'est des aspects positifs pour l'Inde ou négatifs pour l'Inde? Pour Ambedkar, la citation est trop belle en anglais pour la traduire immédiatement. A sink of localism, a den of ignorance, narrow-mindedness, communalism. Donc il parlait des villages comme un puits de localisme, une antre d'ignorance, d'étroitesse d'esprit et de communalisme. Tandis que Gandhi pensait que le futur de l'Inde était à l'intérieur de ces villages. Et l'un et l'autre, en fait, voyaient différents aspects de ce qu'on pourrait du réseau social. Les aspects positifs d'entraide, de travail mutuel, etc. chez Gandhi, et les aspects négatifs, justement, de renforcement de normes sociales qui ne sont pas forcément positifs, de capacité de punir, qui peuvent être au profit de conserver un norme social qui était en particulier contre les basses castes. De fait, il y a une persistance de la discrimination en Inde qui est très forte. Il y a des surveys, même très récents, de surveys d'enquête sur les pratiques d'intouchabilité qui montrent qu'elles sont encore vivaces des années après l'indépendance et après la fin officielle des castes. Il y a une persistance des pratiques d'intouchabilité qui est, comme les gens ne vont pas partager, vont pas recevoir de l'eau de quelqu'un, ne vont pas partager un repas, certaines personnes ne peuvent pas avoir accès à certains jobs, c'est encore réel aujourd'hui dans les villages. Et la réalité, c'est que quand justement cette capacité de punition collective permet, cette capacité qu'a le groupe social à punir, à ostraciser, peut maintenir une norme sociale en place alors que personne individuellement n'y croit encore. Parce que tout le monde se concentre sur un équilibre, et on est dans cet équilibre-là, où eh bien, ça peut être un équilibre positif, c'est-à-dire on partage tous nos ressources, et si quelqu'un ne partage pas ses ressources, il est puni, il est puni et donc il sort du groupe, donc du coup personne ne veut le faire et le groupe persiste. Donc ça c'est l'aspect positif de la capacité de punir. Mais l'aspect négatif, ça peut être, on a tous décidé qu'il ne fallait pas que les intouchables partagent la nourriture des hautes castes. Tous les hautes castes ont décidé ça il y a de nombreuses années, c'est l'équilibre. N'importe quelle haute caste qui ne suit pas cette règle est punie. Peut-être qu'individuellement, plus personne ne pense que c'est une bonne idée, mais il se trouve que c'est encore la règle qui est utilisée collectivement, et il n'y a pas vraiment de moyen d'en sortir, si on arrive à tous se mettre d'accord et dire voilà, on va changer de règle. Mais comme toutes ces choses se font de manière, disons, informelle et tacite, les normes peuvent persister à être mises en œuvre, même quand plus personne n'y croit. Il y a un exemple dans le film indien Samskara, où un brahmane qui devient pollué après avoir eu une relation sexuelle avec une femme d'une caste inférieure, et ensuite il meurt, et on le voit dans la rue, et personne ne veut l'enterrer parce qu'ils ont peur d'être infectés, et son corps reste à pourrir en public, devenant une nuisance pour tout le village. Chaque personne individuellement se dit qu'il faudrait quand même lui donner une crémation ou d'une manière ou d'une autre s'en débarrasser, mais personne n'ose le faire parce qu'ils ne veulent pas être punis collectivement. Et donc ils arrivent finalement à se pourrir la vie à tous. Et donc c'est leur dilemme de la punition collective qui leur pèse dessus, alors même qu'individuellement ils voient bien que le comportement n'est pas rationnel. C'est quelque chose qui pèse potentiellement, qu'on trouve, il y a encore aujourd'hui de très fortes, par exemple, les mariages sont encore très, très homogames en Inde, par caste, de manière extrêmement persistante, puisque c'est des deux côtés donc tout le monde préfère se marier avec quelqu'un de sa caste. Enfin, on pense que c'est une meilleure idée. Il n'y a pas vraiment de coup à le faire, puisque c'est une préférence qui est partagée.
Donc ça, c'est une première chose, ces normes sociales, cette persistance de normes sociales qui peuvent être de bonnes normes sociales, ou comme être gentil avec ses voisins quand ils ont des problèmes, ou qui peuvent être de mauvaises normes sociales, comme refuser de faire telle ou telle chose. Une autre chose, c'est que dans les groupes sociaux où justement il y a potentiellement ces phénomènes de groupe et de solidarité qui peut s'exprimer de manière agressive même à l'intérieur du groupe, il est facile de créer de l'animosité. Donc là, je vous ai parlé des castes en Inde qui existent depuis toujours, donc on peut se dire oui, voilà, c'est très difficile d'en sortir parce qu'il y a une très longue histoire. Mais il y a un travail très remarqué de Sherif et Sherif, un couple de sociologues, disons ethnologues, qui a pris un groupe de jeunes, vous en voyez ici, d'adolescents, et les a invités à un camp d'été dans une île, Robber Cave. Et donc au départ, tout c'était un camp, voilà. Et puis, ils ont groupé les enfants en deux groupes, de manière complètement arbitraire, les aigles et les lions, je crois. Et les ont laissés, en fait, se forger une identité d'aigle et de lion, en les faisant toujours être en compétition les uns contre les autres, créant des rituels. Donc il y a des formes de contact agressifs entre les groupes, des formes de contact au contraire communales à l'intérieur de chaque groupe. Ils ont laissé comme ça monter la tension. Et puis au bout d'un moment, ils ont créé une situation de pénurie, où ils ont dit il n'y a plus assez d'eau dans l'île pour vous tous. Alors, ils leur ont dit qu'il n'y avait plus assez d'eau dans l'île pour vous tous. Et ils ont regardé la manière dont les enfants se comportaient dans cette situation. Et il y a un niveau de haine et d'animosité entre les groupes qui monte très très rapidement. Et ensuite, en fait, ça c'est la mauvaise nouvelle. Donc on crée une identité de groupe très forte, des enfants qui ont été mis dans ces groupes complètement au hasard au bout d'une semaine à être ensemble, à former ces rituels, se détestent comme s'ils étaient des fans de l'Inter Milan et de la Juve depuis toujours. Et puis, mais on peut aussi désescalader, c'est-à-dire ils leur ont appris ensuite à collaborer pour sortir de leurs problèmes et se remettre ensemble, etc. Ça c'est la bonne nouvelle dont on parle moins, mais qui montre quand même qu'il est facile de créer de l'animosité contre l'autre en créant une identité collective forte. Donc peut-être que donc du coup la persistance des normes sociales peut venir soit de cette peur d'être puni, soit même de manière plus superficielle de malentendus, où les gens pensent que c'est encore la norme sociale de faire tel ou tel comportement, même quand ce n'est plus le cas. Où il y a une certaine inertie des normes sociales. Alors ça se voit par exemple, un exemple, c'est pour la participation des femmes au marché du travail, une étude qui a été faite en Arabie Saoudite, où ils commencent par demander aux gens combien de fois vous discutez avec vos amis de est-ce qu'il est approprié que les femmes travaillent. Et on voit qu'en fait la plupart des gens ne discutent pas, plus de la moitié des gens ne discutent pas très souvent avec leurs amis s'il est approprié que les femmes travaillent ou pas. Donc du coup, si la norme sociale change, ils ne sont pas forcément au courant qu'elle a changé. Et effectivement, donc, ils prennent un groupe de 500 jeunes hommes, ils les amènent par session de 30 dans des salles, et ils commencent par leur poser la question pour eux-mêmes, est-ce que vous accepteriez que votre femme travaille à l'extérieur de la maison? Et ensuite, ils demandent, et les gens autour de vous, là, les 29 autres personnes qui sont autour de vous, tous des jeunes gens, est-ce que vous pensez qu'eux, ils accepteraient que leur femme travaille? Et ce qu'on voit, c'est que 84% des gens trouvent que oui, ils accepteraient que leur femme travaille. Mais en revanche, ils ont tendance, 2/3 d'entre eux sous-estiment la tolérance des autres gens. C'est-à-dire, 2/3 d'entre eux pensent que moins de 84% des gens accepteraient que leur femme travaille.
Donc les normes, la vision sur le travail des femmes a changé en Arabie Saoudite, mais la connaissance de la norme n'a pas encore changé. Donc les gens pensent encore qu'il n'est pas acceptable que les femmes travaillent, même si pour eux ce serait acceptable. Alors ensuite, ils font une expérience, donc ils ont commencé par faire ça. Hein. Ils sont venus, ils ont donné leur numéro de téléphone, on leur a posé la question sur eux-mêmes et sur les autres. Et ensuite, soit on ne leur donne pas d'informations, soit on leur donne tout simplement, on leur dit, mais vous savez, en fait, on a déjà fait une enquête et il y a 84% des gens qui pensent que c'est OK si les femmes travaillent. Et ensuite, ils donnent aux gens, à ces jeunes gens, la possibilité pour leurs femmes de s'inscrire à une plateforme où ils peuvent, pour trouver un emploi. Et puis par la suite, ils font une autre expérience où ils proposent aux femmes un travail soit assez mal payé mais qui peut se faire de la maison, soit mieux payé mais qui doit se faire depuis un centre d'appel. Et pour signer pour la plateforme, ce qu'il montre, c'est que pour les gens qui au départ sous-estimaient la probabilité que le travail des femmes soit acceptable, quand on leur donne l'information, l'inscription à la plateforme de recherche d'emploi passe de 21% à 33%. Pour les gens qui surestimaient, il n'y en a pas beaucoup, on ne voit pas de différence significative, mais comme ils surestimaient au départ, on s'attendrait à ce que ça baisse, mais comme il y en a très peu, ce n'est pas significatif et c'est très faible. Donc on voit qu'être informé que la norme sociale a changé, peut-être par rapport à ce que les gens pensaient, en soi-même, change le comportement. Dans l'expérience qui a été faite plus tard, il montre aussi qu'il y a presque un doublement de la probabilité de prendre le job à l'extérieur et une augmentation de 10% de effectivement venir pour travailler le premier jour sur ce job. Donc ce n'est pas seulement quelque chose qui est un peu anecdotique comme de signer pour une plateforme qui ne coûte pas grand-chose, c'est aussi effectivement que la dame sorte de la maison et aille travailler, qui est affectée par savoir que les autres pensent que c'est OK. Donc pourquoi les gens peuvent se tromper comme ça sur la norme sociale? Parce qu'en fait, collectivement, on peut se tromper sur beaucoup de choses. Le réseau social peut partager l'information, mais il peut aussi partager la mauvaise information. Donc par exemple, c'est un modèle très connu d'Abhijit Banerjee qui dit que c'est un modèle de groupe, de comportement de mouton rationnel. On voit les moutons, ils vont tous au même endroit en même temps. Alors comment justifier ce comportement de mouton qu'on a de temps en temps? Imaginez que les gens croient que les autres ont de l'information utile. Par exemple, ils savent quel restaurant est bien, ou ils savent où le train va s'arrêter. Donc, ils disent, les premières personnes qui voient ça, ils se disent, eux, leur signal, c'est que le train va plutôt s'arrêter au quai A. Mais ils voient qu'il y a 2-3 personnes au quai B, ils se disent, ils doivent savoir quelque chose. Donc, ils décident, bon, je vais quand même aller au quai B, même si moi, je pensais que c'était plutôt au quai A. Donc, ils ignorent leur information, parce qu'il y a 2-3 personnes déjà au quai B, donc ils se disent, je vais plutôt aller au quai B. La personne d'après arrive et se dit, il y a maintenant 4 personnes au quai B. Clairement, ils ont de l'information que je n'ai pas. Et paf, il va au quai B. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui se mettent au quai B, et plus personne qui a de l'information au quai A. Au bout d'un moment, les gens, tout le monde ignore son information, parce que forcément, il n'y a pas de fumée sans feu. S'ils sont tous au quai B, il y a bien une raison. Et du coup, les phénomènes de foule comme ça, il peut y avoir des événements de mode sur la mauvaise information. Comme on voit sur cette illustration, donc ça c'est le bus stop et ça c'est le bandwagon stop. Le bandwagon, c'est tout le monde se met dans le mauvais wagon, tout le monde se met dans le même wagon. Donc voilà. Donc ça c'est un modèle simple de comportement grégaire dont on voit bien, en particulier quand on habite dans la gare où j'ai grandi, il y avait soit les trains pour Paris allaient soit au quai A, soit au quai C. Et donc on a tous fait cette expérience-là dans notre famille. Donc ça fait naître des cascades d'informations qui peuvent potentiellement nous emmener au mauvais endroit. Un exemple réel de cascade d'informations, c'est une expérience de Munchnik et Sinan Aral au MIT.
C'est une plateforme où on peut mettre des commentaires sur des restaurants ou des questions, etc. Ce qu'ils font, c'est qu'ils en choisissent 100 000 et ils leur donnent un vote positif, un pouce élevé ou un pouce vers le bas, ou pas de pouce. Donc originellement, quand on met un pouce dès le moment où eux ils mettent un pouce vers le bas, immédiatement il y a un pouce vers le haut qui corrige. Pourquoi? La personne qui a son commentaire négatif, elle se dit bon, je vais résoudre ce problème. Donc ils se mettent eux-mêmes un commentaire négatif et c'est corrigé. Donc dès qu'il y a un vote négatif, dès qu'ils mettent un vote négatif, il y en a un autre qui corrige. Mais par contre, quand eux, ils mettent un vote positif, il n'y a pas de correction. Personne ne va se plaindre. Hein. Si vous avez un vote positif, vous le gardez. Et du coup, au cours du temps, les endroits qui ont eu le vote positif, les commentaires qui ont eu le vote négatif, ils reviennent au niveau du contrôle parce que ça a été immédiatement corrigé à la première période. Mais ceux qui ont eu le vote positif, ils ont de plus en plus de votes positifs parce que comme il y a un vote positif, il y a d'autres votes positifs qui viennent, etc. Et finalement, après 5 mois, la note finale est 25% plus élevée pour le commentaire qui a reçu un vote positif sur des centaines au départ. Donc ces cascades d'informations à la Banerjee, on les retrouve dans la vie, au moins dans la vie réelle. Donc ça c'est la vie réelle en ligne, mais c'est tout ça pour dire que ces cascades d'informations, de même qu'il y a l'information circule, mais la mauvaise information circule aussi. Il peut y avoir des cascades d'informations qui finalement, des rumeurs se répandent avec des informations fausses auxquelles beaucoup de gens croient en réalité. Première chose. C'est un exemple du fait qu'une action individuelle a un effet boule de neige sur le réseau que les gens n'anticipent pas forcément. Par exemple, en mettant un vote positif, vous ne réalisez pas forcément que vous venez juste d'augmenter la note de ce commentaire de 25%. Pour vous, c'était juste un petit vote positif dans une marée de votes positifs. Mais on ne prend pas forcément en compte les externalités de nos actions dans un environnement de réseau. Une autre façon dont on ne prend pas en compte les externalités de nos actions dans un environnement de réseau, c'est avec qui on choisit de s'associer, avec qui on choisit d'aller prendre un café ou de devenir amis, etc. On choisit, on a l'impression, voilà, on choisit avec des gens avec qui on a une affinité, mais du coup, on fait qui se ressemblent, s'assemblent. On se fait des amis plus facilement avec les gens qui nous ressemblent. Donc ici, les jaunes se mettent amis plutôt avec les jaunes et les oranges avec les oranges. Du coup, mais comme nos amis font la même chose aussi, les réseaux finissent pas parce que qui que ce soit n'a pas envie d'avoir des relations avec les autres, mais simplement une toute petite préférence partagée pour des gens qui nous ressemblent un peu plus, fait que les réseaux sociaux se construisent en sous-îles homophiles, qu'on appelle ça. On aime les gens qui sont comme nous. Il y a une forte homophilie qui se construit dans les réseaux, et du coup, les réseaux ont tendance à produire de la ségrégation dans un environnement où il n'y en a pas forcément originellement. Donc ça a été montré par exemple dans les réseaux de lycéens ou dans les universités où les réseaux sont très très homophiles, les garçons sont avec les garçons, les différentes nationalités se mettent ensemble, etc. etc. Et c'est une toute petite préférence, disons, de confort originel qui crée finalement des réseaux qui deviennent des réseaux où les gens ne se parlent pas à l'extérieur des groupes. Et quand on force les gens à s'associer avec des gens qu'ils ne connaissent pas d'habitude ou qui n'ont pas de relation d'habitude, ils pourraient tout à fait devenir amis avec eux. Donc, il y a une expérience, par exemple, de Gautam Rao, ce n'est pas une expérience, c'est une étude qui étudie le fait que dans les écoles privées en Inde, il y a un petit peu un système d'écoles privées sous contrat comme en France, mais les écoles privées sous contrat, depuis une dizaine d'années, doivent prendre un quart d'enfants pauvres par quota. Ils doivent prendre un quart d'enfants pauvres. Donc, du coup, ils comparent les enfants qui ont eu des amis. Ensuite, ces enfants sont placés dans des groupes. Donc, ils comparent soit à l'intérieur des écoles, celles qui ont déjà les quotas d'enfants pauvres ou pas encore, entre les écoles, ou alors à l'intérieur des écoles, comment les enfants ont été placés dans les différents groupes de travail.
Et ensuite, ce qu'il montre, c'est que les gens qui ont eu accès, les enfants qui ont eu des enfants pauvres dans leur classe, on leur demande ensuite, il leur fait participer à des courses relais. Et d'abord, ils voient tout le monde courir. Donc, ils voient bien qui court vite et qui court pas vite. Et ensuite, il leur demande de choisir un partenaire pour faire la course de relais avec eux. Et ce n'est pas des gens qu'ils connaissent, c'est d'autres enfants pauvres, c'est une espèce de jamboree de toutes les écoles. Et il montre que les enfants qui ont eu accès qui ont eu de l'expérience d'avoir des enfants pauvres dans leur classe ont plus de chances de choisir des enfants pauvres pour courir avec eux, donc discriminent moins contre les enfants pauvres. Il montre aussi que s'il y a un prix pour gagner la course, les enfants riches vont choisir de courir avec des enfants pauvres s'il se trouve qu'ils courent vite. Donc les deux événements, les deux jouent, mais la familiarité joue encore plus. Et en l'absence de familiarité, les enfants riches vont laisser de l'argent sur la table pour ne pas avoir à s'associer avec des enfants pauvres. Ce qui montre bien que la familiarité est nécessaire pour réduire les discriminations. Or, naturellement, dans un réseau social, elle a tendance à ne pas se faire spontanément. Dernière chose, dernier exemple de conséquences imprévues d'actions individuelles, puis c'est notre dernier exemple pour aujourd'hui aussi, c'est le fait que nos actions individuelles, nos choix individuels de socialisation ont une influence sur le réseau dans son ensemble dont on ne se rend pas forcément compte. Donc les amis que nous choisissons, et aussi si nous choisissons d'être social ou pas. Un exemple, c'est la microfinance en Inde, l'introduction de la microfinance en Inde. Donc par exemple dans les villages où je vous ai montré cette organisation qui est entrée dans les villages, je vous ai dit à ce moment-là qu'elle n'était entrée que dans la moitié des villages. Et ce qu'on a fait, c'est étudier les réseaux sociaux avant et après l'introduction de la microfinance. Et ce qu'on a constaté, c'est que les gens qui, dans les endroits où la microfinance était entrée, le réseau social fond. Et en particulier, ils font pour les villageois qui n'empruntent pas. Et en fait, ce qui se passe, donc il n'y a qu'à peu près 20% des gens qui deviennent clients de la microfinance. Pour eux, il n'y a plus tellement d'intérêt, il y a moins d'intérêt à développer des relations sociales fournies avec leurs villageois parce qu'ils n'ont pas besoin d'emprunter ou de prêter. Ils sont sortis en fait de ce réseau, ils ont leur emprunt formel auprès de la microfinance. Donc pour eux, il y a un petit peu moins c'est moins valable, ils ont moins besoin de socialiser. Et imaginez un modèle où les gens socialisent en allant sur la place du village pour prendre un café. Les gens qui ont accès à la microfinance, qui veulent emprunter à la microfinance, ils n'ont plus tellement de raison d'aller prendre un café, donc du coup il y a moins de gens au café, donc du coup il y a moins de gens qui vont au café, donc du coup il y a encore moins de gens qui vont au café, et finalement tous les liens fondent. Mais ce qui signifie donc en fait les liens deviennent moins denses dans les endroits qui ont eu accès à la microfinance, la microfinance fait fondre le réseau social, et les villageois qui eux-mêmes n'ont pas eu accès à la microfinance, comme ils ont perdu leurs relations sociales, perdent aussi leur capacité d'assurance informelle, dont on a montré que le village jouait un rôle important. Donc ça, c'est un autre exemple où, dans les réseaux sociaux, chacun de nous, en fait, a un rôle sur l'ensemble du système, mais donc, qui n'est pas par nos actions individuelles, mais qui forcément n'est pas perçu. Donc on va en rester là. Hein. Je voulais vous donner un petit aperçu de cette recherche qui est très riche et vraiment littéralement en train de se faire sur les réseaux sociaux. Une source de solidarité, une source de partage d'informations, mais aussi un risque de persistance du conservatisme, de phénomènes de foule pas forcément positifs. On reviendra sur ces aspects phénomènes de foule parce qu'on va parler d'élections, étant donné qu'en 2024, la moitié de la population du monde est appelée à voter à un moment ou à un autre. Donc on va parler d'élections et de démocratie dans quelques semaines, et forcément ces phénomènes de foule, de mésinformation, etc., et les réseaux sociaux cette fois, du type Facebook, Twitter, WhatsApp et autres, reviendront à l'honneur. Je vous remercie beaucoup.